à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à l'entrepreneuriat dans les quartiers politiques de la ville. Je suis Christophe Rochard, chargé de mission emploi à pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous dire un mot rapide de PQNA. Vous êtes assez nombreux à connaître le centre de ressources. Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine est le centre de ressources sur le développement territorial en Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons différentes missions que je vais vous rappeler brièvement ici. Nos missions, c'est d'aider à la compréhension et l'appropriation des politiques publiques, de structurer les réseaux, d'animer la ingénierie des territoires, de repérer, qualifier et diffuser les expériences et initiatives, et de consolider les interactions entre la recherche scientifique et les pratiques territoriales. Alors que les contrats de ville engagement quartier 2030 tracent des perspectives stratégiques pour les quartiers prioritaires, PQNA vous propose un mini-cycle de travail pour accompagner les professionnels de la politique de la ville et du développement économique dans les quartiers les mois qui viennent. Donc la période est propice, car nous avons un agenda des politiques publiques qui est très dense sur le sujet. Je peux rappeler ici que l'entrepreneuriat constitue un levier de changement dans les quartiers. Il s'agit d'un vecteur qui offre différentes plus-values, de contribuer à réduire le chômage, de soutenir le développement économique dans ces territoires, mais c'est aussi un moyen accessible d'émancipation des habitants des quartiers qui peuvent trouver leur voie et se réaliser. Alors le cycle qui démarre aujourd'hui va se décliner de la manière suivante. Aujourd'hui, on va donc parler des politiques publiques qui sont mobilisables en Nouvelle-Aquitaine. Nous poursuivrons le 10 septembre avec un café politique de la ville. Alors, les cafés politiques de la ville, ce sont des lieux d'échange informels qu'on organise régulièrement. Ça dure 1 heure. Ce sera donc à 13h30 le 10 septembre. Et ça vous permettra d'échanger en matière d'entrepreneuriat. L'événement est déjà dans l'agenda de pays et quartiers de l'Aquitaine et vous pouvez vous inscrire. Nous enchaînerons par un second webinaire qui sera le 24 septembre après-midi. Et là, nous vous proposerons un échange d'expériences, des retours d'expérience de territoires et d'opérateurs de Nouvelle-Aquitaine. Et puis en 2025, on va faire une petite pause sur la fin de l'année. En 2025, on proposera différents temps qui ne sont pas encore formalisés. Il faut qu'on réfléchisse aux modalités. Il y aura à minima un groupe de travail, un temps d'échange plus horizontal, qui vous permettra d'échanger entre vous sur vos difficultés, les enjeux, les préconisations. On sera là plus sur de la conduite de projet. Un mot sur donc les règles de fonctionnement pour ce webinaire. Je vous rappelle, je vous invite à vous renommer pour qu'on sache bien qui vous êtes, prénom, nom et structure pour laquelle vous travaillez. Vous pourrez interagir dans ce webinaire avec le chat. Donc, vous pouvez poser des questions, partager des ressources ou faire des commentaires dans le chat. Et on va maintenant donc rentrer dans le vif du sujet. Le déroulé de cette matinée donc, va se faire de la manière suivante. On souhaite partager le contenu des contrats de ville, engagement quartier 2030, et les quelques caractéristiques qu'on a pu dégager. Et puis, on va passer la majeure partie de cette matinée à parler des politiques publiques qu'on peut mobiliser en Nouvelle-Aquitaine avec différents témoins que nous avons ce matin et que je vais donc vous présenter. Donc, nous avons autour de cette table Guillaume Provost, qui est responsable création entrepreneuriale Nouvelle-Aquitaine à BPI France. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et tous. Nous avons Anne Pagenot, qui est chargée de mission politique de la ville au pôle Datar de la région. Bonjour Anne. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Nous avons en distanciel Fabienne Ross, qui est chargée de mission à la direction de l'économie territoriale au pôle développement économique et environnemental, toujours à la région. Bonjour Fabienne. Bonjour, sur le site de Poitiers. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons en plateau Mathilde Amiari-Moud, qui est stagiaire à Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Mathilde. Bonjour. Nous avons aussi en distanciel Abdel Samad Samout, qui est stagiaire à la DRES Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si Abdel est là. Mais bonjour à tous et à toutes. Si, je suis là. Bonjour Abdel. Et sans plus attendre, je vous présente Marie-Pierre Brun, chef du service politique de la ville à la DRES Nouvelle-Aquitaine, et qui va poursuivre l'introduction de ce webinaire en nous rappelant un petit peu le contexte des contrats de ville
2024-2030 et l'ambition qui a été réaffirmée pour cette nouvelle génération de contrats. Bonjour Christophe et bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, brièvement, je vais vous reparler de l'enjeu du moment, puisque l'entrepreneuriat dans les quartiers n'est pas un sujet nouveau, bien qu'il soit peut-être encore à travailler, ça c'est certain. Nous avons eu donc des annonces de la Première ministre lors du Conseil interministériel des villes d'octobre 2023, et au cours duquel elle avait annoncé plusieurs mesures phares, mais une qui concerne notamment le plein emploi, puisque Christophe l'a rappelé, c'est aussi un moyen, l'entrepreneuriat, de lutter contre le chômage, et donc avec des moyens assez conséquents, 456 millions d'euros sur 4 ans, évidemment avec le soutien de la Caisse des dépôts et évidemment Bpifrance à la manœuvre, avec des objectifs qui sont relativement ambitieux: 100 000 entrepreneurs accompagnés d'ici 2027, 500 000 personnes informées d'ici 5 ans, 600 millions donc, pour financer et accompagner des entrepreneurs, et 10 000 projets innovants qui seront également accompagnés. Donc voilà l'ambition portée à laquelle nous nous attacherons ces prochains mois. Alors, Bpifrance et Guillaume Provost vont vous décrire quelques moyens et quelques appels à projets. La politique de la ville est mobilisée évidemment sur ce sujet. Donc, tout le système des acteurs de la politique de la ville, les délégués du préfet, chefs de projet, les DETS pour les services emploi de l'État, évidemment le conseil régional. Donc, tous ces acteurs, effectivement, rencontrent régulièrement des opérateurs dont certains sont ici présents pour essayer de construire des réponses adaptées à chaque quartier, puisque nous avons une typologie de quartier assez différente, assez hétérogène, on va dire, dans cette région. Et puis, effectivement, essayer de voir s'il y a des spécificités peut-être territoriales et surtout assurer un maillage territorial, puisque aujourd'hui, nous observons quand même quelques déséquilibres. Donc au niveau des dynamiques en matière d'entrepreneuriat dans les quartiers de la Nouvelle-Aquitaine. Je vais peut-être laisser la place à Guillaume qui va nous décrire un petit peu plus dans le détail quels sont ces moyens mis en œuvre. L'idée étant de pouvoir, en tout cas nous, dans les services politiques de la ville, d'aller vers les habitants pour les informer, pour les repérer et potentiellement, s'ils se lancent dans un projet entrepreneurial, les accompagner. Voilà. En tous les cas, on est très certainement attendu sur cette question de l'aller vers. Alors, c'est une réponse, je pense, adéquate. D'ailleurs, j'ai relu l'étude qui avait été menée par AEOPA assez récemment, puisque les entretiens avaient été menés pendant le confinement, donc en 2020, avec une étude restituée en 2021, et qui montrait qu'il fallait un accompagnement spécifique pour les habitants des QPV. Parce qu'il y a toujours la question de savoir si on fait plus ou différemment pour des habitants en quartier, et pourquoi d'ailleurs. Puisque finalement, ils sont des citoyens et des usagers comme d'autres personnes de toutes ces offres de services. Donc l'idée, en tout cas les résultats de l'étude montraient qu'il fallait un accompagnement spécifique. Donc c'est effectivement la réponse que le gouvernement a pu donner, à savoir d'essayer de construire une réponse adaptée et surtout des actions d'aller vers pour être présent dans les quartiers. Merci Marie-Pierre pour cette introduction. Donc, l'AURBA, c'est l'agence d'urbanisme de Bordeaux qui a produit une étude en 2021. On partagera cette ressource à l'issue du webinaire. Alors, une étude qui porte sur la métropole, voilà. Pas sur l'ensemble de la région, je le précise, mais qui est quand même riche d'enseignements pour les autres territoires également. Je vais maintenant donner la parole à Guillaume Provost. Est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes de l'écosystème entrepreneurial de Nouvelle-Aquitaine ou des écosystèmes? On te laisse la parole pour rappeler un peu le paysage et des acteurs qui sont présents sur ce sujet. D'accord. Merci Christophe. Donc, comme tout à l'heure, bonjour à toutes et tous. Merci à toutes et tous d'être présents et présentes ce matin. Un rapide retour sur donc, je suis Guillaume Provost, je suis responsable de création et entrepreneuriat
chez BPI France. Je suis basé à Bordeaux, mais avec une couverture régionale. Et donc, par rapport à l'écosystème néo-aquitain, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y en a plusieurs écosystèmes. Il y a certes les acteurs, on va dire, nationaux, qui sont présents sur l'intégralité de la région notamment, mais après, il y a des spécificités un peu plus locales. Et donc, l'idée, c'est d'aller au plus près des territoires pour répondre au mieux aux attentes des quartiers. Selon l'indice entrepreneurial français, en 2018, un habitant des quartiers sur 7 souhaitait se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce chiffre est passé à 1 sur 4 en 2023, donc une modification importante. Et donc, l'idée, c'est de donner des moyens pour accompagner ces porteurs de projets et de consolider avec l'intégralité de l'écosystème et des écosystèmes locaux néo-aquitains. Si on fait un état des lieux par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, je laisserai la parole à Anne tout à l'heure, mais vous avez sur la carte les 7 cités labs de Nouvelle-Aquitaine, je ne vais pas le reprendre, et en termes de dispositifs destinés aux habitants et aux entrepreneurs des quartiers, il y a 3 accélérateurs à ce jour, mais j'y reviendrai tout à l'heure, sur la Nouvelle-Aquitaine, sur le Pays Basque, Bordeaux et Limoges. Voilà à ce jour, en sachant que sur les cités labs, en 2023, 722 personnes ont été orientées et 133 sont en activité à ce jour. Donc, ça fait 18%. C'est plutôt un très bon pourcentage de transformation. En sachant qu'un cité lab, logiquement, c'est 100 personnes orientées par an. Là, avec 722, on est dans les clous. Les chiffres sont faits, malgré la taille de certains QPV qui sont différentes en fonction des EPCI et des communes. Alors peut-être d'ailleurs, Guillaume, il me semble que c'est une spécificité aussi néo-aquitaine que d'avoir des EPCI porteuses justement de ce type de dispositif, puisque je sais que sur d'autres territoires, finalement, ce sont plutôt des acteurs. Tout à fait, Marie-Pierre, puisque la moyenne nationale est à 27%. 27% des cités labs sont portées par des structures publiques et ou par un public. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est 71%, puisque sur les 5 sont portés par ces structures publiques. Donc cela témoigne d'un engagement fort quand même des collectivités, des élus sur ce sujet. Tout à fait. Après, les 2 qui ne sont pas portés par des collectivités, c'est BGE et KP sur Limoges et Poitiers. Est-ce que vous avez des réactions sur cette présentation Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le chat, vous pouvez vous manifester. Mais on a encore du temps pour poser des questions. Du coup, j'enchaîne. On va passer à... Merci. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a une main se lève. Madame Langlois, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je suis Madame Langlois, animatrice du club 23, Les entreprises s'engagent. Donc, je pense que vous connaissez tous le dispositif, j'imagine peut-être. Donc, pour ma part, le club 23 est porté aussi par la CCI Creuse, donc, que je représente aussi. Et du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, donc je trouve que c'est une chouette idée. Hein. Effectivement, il faut que les idées des personnes puissent émerger et surtout se réaliser. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas occulter aussi en même temps. Pour ma part, je pense qu'il faut être vigilant et comment dire, sensibiliser aussi sur les risques de ces derniers au niveau de l'entrepreneuriat, notamment au niveau de la gestion des entreprises. Face à un public qui, parfois, hein, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais qui, parfois, quand on est auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court, il faut être très autonome et donner beaucoup de son temps. Je pense que personne ne me contredira sur ce point-là. Et donc, je trouve que l'idée
de présenter à ce public la possibilité effectivement de concrétiser parfois un rêve, hein, peut-être qu'ils ont depuis longtemps, c'est bien, mais je me dis peut-être pouvons-nous faire des actions qui en même temps sensibilisent aussi sur les risques, en fait, si vous voulez, simultanément, je veux dire simultanément. Alors, du coup, est-ce que Parce que vous en quelqu'un veut pensez agir? Merci, Madame Langlois. Je vous en prie. Ça fait partie de l'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire devenir entrepreneur et les risques inhérents avec ces projets-là? Est-ce que ça fait partie de toutes les prestations qui sont proposées par les opérateurs qui accompagnent les porteurs de projets? Oui, complètement, hein. L'idée, c'est vraiment d'être accompagné parce qu'à ce jour, là, je parle d'une manière générale, hein, je n'ai pas de statistiques uniquement sur les QPV, mais à ce jour, 20% des porteurs de projets sont accompagnés. C'est pas beaucoup. Quand on sait que si vous êtes accompagné, vous avez 80% de chances d'être encore là dans 3 ans, ce chiffre tombe à 50% si vous n'êtes pas accompagné. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir l'accompagnement. Il existe de nombreux réseaux, ils peuvent intervenir en fonction de la maturité du projet, de l'avancée du porteur de projet. Donc vraiment, c'est mettre en place et mettre une stratégie d'accompagnement des porteurs et porteuses de projets. On dit souvent que un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise sur 2 s'estime seul, c'est beaucoup trop. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser l'accompagnement sous différentes formes. Ça peut être du financement, de l'accompagnement, du mentorat, en fonction des besoins du porteur de projet. Merci Guillaume. J'ai cru voir une autre main. Oui, Madame Langlois, vous voulez réagir? Non, c'est bon. Non, je disais merci pour la réponse. J'ai cru voir une main se lever. Madame Poulain. Madame Poulain. Oui, bonjour. Donc, Nathalie Poulain, service développement économique à l'agglomération du Bocage-Bressuiret. Je me permets d'intervenir aussi. Je voulais poser une question. Quand vous dites un habitant sur 7, sur une étude 2017, indiquait une envie de créer, une personne sur 4 en 2023, je voudrais être sûre que est-ce que ces personnes ont envie de créer par vraie envie de créer comment dire, une entreprise ou quelle que soit l'activité et l'importance de l'activité? Ou est-ce que c'est par défaut, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver d'emploi par ailleurs? Parce que pour moi, ça rejoint effectivement la question qui a été posée ensuite, à savoir que c'est pas du tout la même chose de se sentir obligé de créer une entreprise parce qu'on n'arrive pas à trouver un emploi salarié, que de créer une entreprise parce qu'on en a vraiment envie. Et dans ces cas-là, ça nécessite effectivement un accompagnement, on le sait, beaucoup plus important, sur ce type de public. Merci Nathalie pour cette question. Donc là, on est rentré dans le vif du sujet, à savoir quelle est la motivation et les raisons de la motivation des habitants qui veulent entreprendre. Est-ce que c'est un souhait profond d'entreprendre ancien? Est-ce que c'est quelque chose qui est par défaut parce qu'on sait qu'il y a des inégalités, qu'il y a des discriminations dans ces quartiers? Guillaume, est-ce que tu as un avis? Tout le monde peut réagir. Alors, a priori, selon les informations que j'ai sur l'enquête qui a été menée, c'est vraiment des gens qui ont envie de créer. Ce n'est pas par défaut, c'est vraiment, ils ont cette volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat et de créer leur entreprise. Alors peut-être après, vous le savez, hein, c'est beaucoup de micro, mais vraiment créer son entreprise, ce n'est pas par défaut. Je crois que c'est une question qu'on se pose pour les habitants de quartier et qu'on ne va pas forcément se poser pour d'autres zones d'habitat. Donc, je trouve que c'est surprenant. Et effectivement, c'est aussi une façon de s'interroger sur leur capacité à entreprendre. Or, on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent dans les quartiers. Comme l'a rappelé Guillaume, l'enjeu, c'est qu'elles perdurent dans le temps. Mais il y a quand même une énergie assez créatrice dans les quartiers. À tel point que quand même des pays étrangers ont investi dans certains de nos quartiers en France. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut essayer de battre en brèche les représentations que moi-même,
je pourrais avoir tout en connaissant les quartiers, en se disant effectivement, on a une difficulté d'accès à l'emploi, bon, du fait parfois de manque de qualification. On a le sujet des discriminations aussi hein, qui se posent de façon objective. Et je ne suis pas sûre que ce soit un choix par défaut. Je pense qu'il y a vraiment une culture entrepreneuriale et aussi quelque part une gestion des risques aussi, je vais le dire comme ça, et je pense aussi des modèles dans certaines familles d'entrepreneurs, parce que l'entrepreneur, ça peut être le commerce, ça peut être voilà. Donc je pense qu'il y a quand même un fort potentiel créateur sous-exploité, bon, d'où l'idée aussi d'aller vers les quartiers pour justement alors mieux orienter sans doute pour un meilleur accompagnement, mais je pense que l'énergie créatrice est là. Puisque on le voit d'ailleurs, ce sont des quartiers qui sont souvent pointés du doigt au sujet de l'économie informelle, mais l'économie informelle, c'est une forme d'entrepreneuriat, et on voit qu'on a de grands entrepreneurs dans certains de nos quartiers. Des initiatives autour de Noël. Merci Marie-Pierre. Anne, tu voulais dire un mot? Oui, compléter, effectivement, on voit que sur la création d'entreprises, les jeunes des quartiers prioritaires, c'est un statut qui les attire énormément. Pas que sur les quartiers prioritaires, mais c'est vrai que c'est un nouveau statut qui rend quand même le travail assez autonome et assez libre dans son champ d'exploitation, et aussi les personnes qui ont déjà été salariées et qui veulent se reconvertir en étant à son compte. Donc c'est vraiment deux publics entre les jeunes des quartiers prioritaires, et puis après on retrouve aussi des personnes sur un deuxième champ d'emploi qui souhaitent se mettre à leur compte en fait. Guillaume. Il y a encore une main levée. Ouais. On a Eddie sur test. Eddie, on t'écoute. Merci de te présenter. Yes, pas de souci. Donc moi, je suis Eddie Durtest, je suis coordinateur Nouvelle-Aquitaine pour les déterminés. Simplement, là, le propos qui va être le mien est plus celui d'habitant d'un quartier, et dans le sens où effectivement, pour rebondir sur ce qui a été avancé quant aux motivations qui peuvent être celles des habitants des quartiers inhérentes au désir d'entreprendre, effectivement, pendant longtemps, l'entrepreneuriat était pour nous quelque chose d'inaccessible. En réalité, pour faire simple, quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Et il y a eu une démocratisation qui s'est faite dans l'approche de l'entrepreneuriat au travers des actions menées par la BPI, par les différentes structures présentes sur les territoires, qui a contribué à légitimer l'entrepreneuriat pour nous, habitants des quartiers, en sens où ça s'est avéré être possible. Et effectivement, la période du Covid a contribué à accentuer cette démarche, puisque nécessairement, voilà, on sait ce qu'il en a été au niveau de l'emploi, des difficultés pour certaines entreprises, et les quartiers ont été particulièrement touchés par ces difficultés inhérentes à l'emploi, et c'est ce qui a été un élément déclencheur et un élément accélérateur. Après, au-delà de ça, je rejoins tout autant la nécessité d'accompagner la compréhension de l'entrepreneuriat, de ses enjeux et des responsabilités que ça implique, puisqu'effectivement, on a quand même beaucoup, et là je le dis au regard de la coordination que j'assure au niveau des déterminés, puisqu'on a au sein de la formation pas mal de gens issus des QPV, et effectivement, on a des profils parfois qui se rendent compte que être entrepreneur, ça implique des responsabilités, une gestion et une organisation qu'on n'a pas, nous, l'habitude de mettre en œuvre. Et quand je dis ça, c'est que moi-même, j'ai été pris au piège de ce principe. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais des idées, puis quand je me suis lancé, je n'avais pas les codes, et puis je me suis planté, et finalité étant, l'accompagnement a été une clé, voire une porte de secours pour moi, vraiment. Et c'est vrai que, à mon sens, ça passe avant tout par la mise en œuvre de synergie entre les différents organismes d'accompagnement, les différents acteurs de l'écosystème. Pourquoi? Puisqu'effectivement, chaque programme a sa spécificité, chaque structure a sa spécificité. Mais ma conviction, c'est que c'est la complémentarité de nos structures respectives et l'entente entre nous dans l'accompagnement des publics qui pourra contribuer justement à créer les conditions d'une réussite et ou sinon d'un accomplissement, parce que en soi, le simple fait de se lancer dans l'entrepreneuriat n'engage pas nécessairement le principe qui est de créer son entreprise. On a des candidats aujourd'hui qui, au terme de la formation, in fine, ne vont pas créer leur entreprise, mais ont acquis des notions, des compétences qui leur ont permis non seulement de nourrir un sentiment de confiance qui les amène à reprendre place dans le marché de l'emploi, et ou sinon d'autres initiatives. On ne parle pas, par exemple, des associations, etc., qui sont aussi un levier qui contribue à faciliter tout ça. Donc, vraiment, pour moi, en tous les cas, la clé, quant au sujet qu'on aborde là, c'est la coopération, la coordination entre les différentes structures, quitte même, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait à Bordeaux avec les déterminés, j'ai décalé le démarrage de ma promo pour m'assurer que je sois
bien placé entre les promos de la ruche, les promos des premières, les promos des différents organismes d'accompagnement. Pourquoi? Là, j'arrive au terme de ma promo, j'ai 17 candidats. Sur les 17 candidats, j'en ai 3 qui vont partir aux premières, j'en ai un qui va partir à la French Tech, j'en ai un qui va partir à BGE, etc. etc. Merci, Eddie, pour ton intervention. Je suis ravi qu'il y ait des échanges, c'est super, ça marche bien. Je propose qu'on enchaîne et on continuera à prendre vos réactions. J'ai vu 1 ou 2 questions dans le chat que je prendrai tout à l'heure. Donc, je vous propose que nous continuions le déroulé. On souhaitait profiter de cette rencontre pour parler quand même des projets locaux et donc des contrats de ville qui sont signés ou en cours de signature pour certains. Et donc, nous avons l'équipe de choc à la DRECS et à PQNA avec 2 stagiaires qui vont travailler sur un état des lieux des contrats de ville et en quelques minutes, ils vont nous présenter ce qu'ils ont pu analyser sur ce qui est écrit dans les contrats. Donc, je passe la parole à Mathilde et Abdel pour cette petite présentation. C'est à vous. Rebonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathilde Ami-Almoud et je suis stagiaire à PQNA sur la politique de la ville. Ma mission est de produire une analyse régionale sur les nouveaux contrats de ville sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour ce faire, je lis simplement les contrats, enfin, je les analyse, mais je me base que sur le texte et le contenu des contrats. Donc, ce qui est écrit ne sera peut-être pas fait et ce qui n'est pas écrit sera peut-être fait. Mais je préférais vous prévenir d'avance. Au total, sur la région, il y a 26 contrats de ville, et ce qui représente 83 quartiers prioritaires pour la Nouvelle-Aquitaine. Dans ces contrats, il y a toujours une partie économie-emploi qui peut regrouper des actions sur les freins à l'emploi, la formation et l'orientation, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, la relation avec les entreprises et enfin l'entrepreneuriat. Donc, dans ce volet, il y a 3 thématiques prioritairement traitées: les freins à l'emploi, la formation et l'orientation et la relation avec les entreprises. L'entrepreneuriat vient souvent après. Pour cette intervention, je suis accompagnée d'Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Abdel Samadé Samoui. Je suis stagiaire à la DRECS Nouvelle-Aquitaine, au pôle 3E, entreprise, économie et emploi, au service de la politique de la ville, donc auprès de Marie-Pierre Brun qui est présente ici. Étant étudiant en master entrepreneuriat et management de projet à l'IAE de Bordeaux, je suis pour la DRECS en appui au programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Et l'une de mes missions, c'est d'analyser, comme Mathilde, les contrats de ville, mais plutôt sur le volet entrepreneuriat. Merci Abdel. Je vais commencer par vous expliquer comment l'entrepreneuriat est abordé dans les contrats de ville en Nouvelle-Aquitaine. À savoir que je n'ai eu accès qu'à 25 des 26 contrats de ville, donc les chiffres seront que sur 25 et non 26. Ainsi, 7 contrats sur 25 mentionnent l'entrepreneuriat, soit plus d'1 sur 2. Mais seulement 11 travaillent cette thématique de manière plus concrète et opérationnelle, donc avec des actions assez précises. Et parmi les 11, il y en a 2 qui parlent de l'entrepreneuriat féminin. C'est pas étonnant parce que l'égalité homme-femme était une thématique transversale que l'État a voulu mettre en avant pour ces nouveaux contrats. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent d'entrepreneuriat féminin, mais ça reste une minorité. Ensuite, s'agissant des leviers utilisés pour agir sur l'entrepreneuriat, plusieurs sont utilisés dans les contrats, mais ceux qui reviennent le plus sont l'offre d'accompagnement des porteurs de projets tout au long de la vie du projet, sachant que le cycle de vie d'un projet comporte 5 étapes: l'idéation, la création, le lancement, le développement et la maturation du projet. L'accompagnement proposé est principalement individuel, mais il peut être également collectif.
et il permet la mise en réseau avec les acteurs de l'entrepreneuriat de l'écosystème. Ensuite, on a les aides par les collectivités, avec par exemple la mise à disposition de locaux à bas loyer, plus bas que sur le marché. On a aussi la création d'espaces dédiés à l'entrepreneuriat. Il y a l'exemple d'un pôle ESS à Bayonne, où une partie du pôle sera dédiée à l'entrepreneuriat, ou une maison de l'entreprise et de l'emploi à Coutras, dont Abdel vous parlera plus en détail. Et pour finir, il y a les boutiques éphémères, qui sont des mises à disposition de locaux commerciaux vacants, souvent, dans les centres-villes. Ensuite, les leviers moins mentionnés sont les managers de commerce, qui font essentiellement de l'animation, beaucoup. Ça peut être aussi de la création d'événements autour de l'entrepreneuriat, que le manager de commerce peut animer. Et enfin, le parrainage par des chefs d'entreprise, par exemple. Je vais maintenant laisser la parole à Abdel, qui va rentrer un peu plus dans le détail du contenu des contrats. Effectivement, Mathilde nous disait qu'il y avait 11 contrats qui abordaient l'entrepreneuriat de manière un peu plus concrète, mais en fait, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe parce que parmi ces 11 contrats-là, il y en a 6 qui sont vraiment précis. Il s'agit de La Rochelle, Grand Villeneuvois, le Libournais avec le QPV de Coutras, le Pays Basque, Châtellerault et Bordeaux. Nous aujourd'hui, on va se consacrer sur 3 contrats qui abordent quelques spécificités en termes d'entrepreneuriat. Tout d'abord, le Libournais, avec le QPV de Coutras. Ensuite, celui de Châtellerault, puis après, celui de La Rochelle. Tout d'abord, concernant le contrat de ville du Libournais sur le QPV de la commune de Coutras, l'ambition qui nous est présente est de définir un acteur. La première ambition qui nous est présentée est de définir un acteur référent localement pour tout porteur de projet du quartier, qui veillera à l'entrée du porteur de projet dans un dispositif d'accompagnement et fera le suivi du projet, comme une sorte de Cité Lab. Ensuite, une seconde ambition serait de poursuivre le projet de maison de l'entreprise et de l'emploi, M2E, à ne pas confondre avec celle qui est à Bordeaux, la maison de l'emploi et de l'entreprise. C'est l'outil phare pour assurer cette coordination des services publics et d'améliorer la visibilité envers la population. Il s'agit d'un projet à moyen terme, c'est-à-dire horizon 2026. En face de la gare, la M2E regroupera tous les services publics de l'emploi, accueillera des acteurs de l'insertion et des organismes de formation, ainsi que des entreprises dans le cadre d'espaces coworking ou de pépinières d'entreprise. Ensuite, concernant Châtellerault, les ambitions sont justement, on disait, de valoriser les vitrines vides. Comme dans le centre-ville, de nombreux commerces ont quitté le quartier, laissant des vitrines vides, notamment entre le pont Henri IV et le cœur du quartier autour de la place République. Il est aussi possible de valoriser les usages temporaires sur le principe de commerce éphémère, y compris pour les mini-entreprises mentorées sur le territoire et mettre en place des réalisations d'exposition valorisant justement le patrimoine historique. Et aussi permettre la présence de structures de l'entrepreneuriat sur le marché. Plusieurs structures de l'entrepreneuriat sont actives sur le territoire de Châtellerault et pourraient se développer davantage dans les quartiers prioritaires. À Châteauneuf, le marché peut être utilisé, le marché du samedi peut être utilisé comme un lieu de rencontre des habitants avec les différentes structures de l'entrepreneuriat. Comme l'a dit le CAEE, c'est-à-dire la coopérative d'activité et d'emploi, qui a mis en place la CASCOP, une formation du CAE qui propose une alternative collaborative à la création d'entreprises
en associant les avantages de l'entrepreneuriat avec ceux du salariat, c'est-à-dire la retraite, les pensions sociales, tout ça, et ainsi que l'AP, l'Agence pour l'égalité entrepreneuriale, et les missions locales. Une autre des initiatives présentes sur le contrat de ville serait d'expérimenter des solutions d'emploi pour les jeunes qui pourraient se dérouler sur 24 mois avec un modèle permanent qui est une hybridation en fait entre la mini-entreprise et la coopérative jeunesse de service, le CGS. Et elle permettrait justement de développer des activités permettant l'emploi des jeunes tout en organisant un accompagnement autour de sujets tels que la santé et l'entrepreneuriat. Et un dernier exemple serait celui de La Rochelle. À La Rochelle est présente la structure Capacité, qui est une association qui expérimente des parcours pédagogiques innovants au cœur de l'entrepreneuriat coopératif. Elle est dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans. Une de leurs expérimentations est Osmos. C'est un projet expérimental de formation-action qui a été lancé en 2023 et implanté sur le quartier de Mireuil, dans les locaux de Capacité. Cette formation-action vise en particulier les jeunes habitants de QPV, mais également des communes de l'agglomération de La Rochelle ou autres quartiers de La Rochelle. Ce projet il repose sur la création d'une formation-action de 6 mois basée sur l'entrepreneuriat coopératif autour des métiers de la transition écologique et sociale, à destination des jeunes peu ou pas diplômés de 16 à 25 ans. Il y a aussi le projet Resto Coupe qui a été mis en place. C'est une action expérimentale lancée en 2023 qui repose sur la création d'un restaurant dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire, géré de manière coopérative dans lequel des jeunes sont au cœur du projet. Il s'agit de proposer un lieu ancré dans le quartier de Mireuil qui sont un espace ouvert où les jeunes peuvent se tester et expérimenter justement des projets autour de l'alimentation et donc développer l'entrepreneuriat. Ce sera tout. Merci Abdel. Merci Mathilde pour cette présentation. Peut-être enchaîner sur une mini-réaction, un mini-débat. Est-ce que vous avez des réactions sur ce qui a été présenté finalement? Qu'est-ce que cette présentation, donc, qui est une analyse sur papier, sur document, qu'est-ce que cette présentation, selon vous, dit de la volonté entrepreneuriale dans les quartiers de Nouvelle-Aquitaine? C'est une question qui est très ouverte, j'en ai bien conscience. Moi, je retiens un chiffre sur les 25, il y en a 16 qui parlent de l'entrepreneuriat. On peut considérer que c'est bien. En plus, ça veut quand même dire qu'il y en a une dizaine qui n'en parlent pas du tout. Qu'est-ce que ça dit de la maturation des esprits, des politiques locales sur le sujet et des marges de manœuvre qui nous restent ensemble pour aller plus loin? Comment vous réagissez par rapport de nos deux collègues? Pas de question piège. Est-ce que vous trouvez que c'est ambitieux ce qu'on a là? C'est encourageant? Et à contrario, qu'il y a encore des sacrées marges de progrès. Et ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est encourageant parce que on a eu plusieurs exemples, 33, 86, 17. Il y a des idées, il y a des envies, et donc c'est plutôt très, très encourageant selon moi. Et même s'il y a une petite dizaine de contrats de ville qui parlent pas d'entrepreneuriat, je ne pense pas que ça les empêche d'aller de l'avant sur l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est une thématique qui parle à tout le monde. Et c'est pas parce que rien n'est écrit dans certains contrats que rien ne va être fait. Enfin, les marges de manœuvre sont très grandes. Une réaction, après on donnera la parole à Corinne. Moi, je pense qu'aussi ça dépend aussi des acteurs sur les territoires. Ce qu'on a pu voir effectivement à La Rochelle, l'association Capacité, c'est une coopérative jeunesse qui diffuse partout en France en fait la volonté entrepreneuriale au plus jeune âge pour essayer de développer les capacités entrepreneuriales des jeunes dès le plus jeune âge, notamment chez les jeunes qui ont décroché du système scolaire. Donc c'est vrai que c'est une action qu'on cofinance à la région
côté ESS aussi, puisque c'est une coopérative, c'est une forme particulière de développement économique sur un quartier, mais qui diffuse aussi à l'ensemble de l'agglomération rochelaise des prestations de services donc portées par les jeunes des quartiers prioritaires de La Rochelle. Donc c'est une action effectivement qu'on cofinance à la région, à la fois sur l'ESS, le service jeunesse et la politique de la ville régionale, que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, on peut peut-être aussi rajouter que on vient de procéder à une analyse des contrats. Donc, les contrats, je le rappelle, hein, les deux copilotes sont l'État et l'intercommunalité. Donc, le contrat, justement, plutôt que de faire un catalogue exhaustif, non suivi des faits, il a été plutôt proposé d'avoir un outil de pilotage qui manifeste des priorités. Donc, moi, ce que j'ai pu entendre ça et là, c'est que peut-être que l'entrepreneuriat n'apparaît pas dans le contrat parce qu'il n'est pas identifié comme la priorité des priorités. Mais ça ne veut pas dire, comme le disait Guillaume, qu'il ne se passera rien en matière d'entrepreneuriat. Parfois, il existe même une offre, je dirais, plus large pour l'ensemble des habitants. Donc, on n'a pas fait un focus particulier sur ces quartiers. Et je rappelle aussi que l'un des freins aussi dans notre région, c'est que nous avons des quartiers souvent de petite taille, alors en petite surface, mais aussi en nombre d'habitants assez faible. Et on n'arrive pas forcément à mettre un focus sur ces quartiers en matière d'entrepreneuriat. On va aller vers d'autres priorités d'abord. Mais effectivement, je trouve que c'est plutôt encourageant que ça y figure parce que là où c'est présent, il y a quand même déjà une histoire, il y a déjà des acteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans ces nouveaux contrats, dans un héritage aussi de ce qui a été mis en œuvre depuis pas mal d'années, qui fonctionne. Et je dirais que l'autre aspect, quand je parlais aussi d'intercommunalité, il faut qu'il y ait un portage, un sens fort, local. On le voit bien quand on cherche à déployer des dispositifs. Effectivement, il faut une mobilisation politique, il faut des moyens financiers aussi, hein, quelque part. Donc, toutes ces collectivités n'ont pas forcément cette priorité-là, ou n'ont pas les moyens aussi parfois hein, d'accompagner ces actions dans les quartiers. Donc, ça peut être le frein, mais en tous les cas, c'est plutôt encourageant. On a une marge de manœuvre, c'est certain. Et je pense que la marge de manœuvre, elle est aussi sur la modification des représentations qu'on peut avoir à l'égard des habitants des quartiers et de se redire qu'effectivement, ils peuvent être des entrepreneurs et qu'il faut les accompagner. Corinne, tu as levé la main. On t'écoute. Bonjour et merci de te présenter. Bonjour, Corinne Corcuff de Mont-de-Marsan Agglomération. Je travaille coordinatrice insertion emploi dans les quartiers prioritaires du territoire. J'allais dire tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que dans le contrat de ville, on ne formalise pas forcément l'entrepreneuriat ou l'auto-entrepreneuriat, peu importe, juste parce que sur le territoire, il fonctionne naturellement sur l'ensemble du territoire puisqu'on a TechGCOP et que nous, c'est notre ressource sur ce territoire-là et que on n'a pas forcément, enfin moi personnellement, hein, j'ai pas forcément cette connaissance technique et du territoire vraiment pour savoir ce qui s'y passe. Ensuite, les contrats de ville, comme vous dites, c'est des intervenants. Donc, s'ils ne sollicitent pas d'appel à projet dans le cadre du contrat de ville, nous, on ne les connaît pas forcément. On est un tout petit territoire par rapport à Bordeaux, la métropole, etc. Donc, l'entrepreneuriat, les gens en parlent, les gens ont envie, mais quels moyens? Moi, j'avais un groupe de dames qui auraient voulu monter une sorte de cuisine où tout est opérationnel pour pouvoir tourner, parce qu'elles ont aussi des problèmes d'horaire, de garde d'enfants en situation de handicap. Et l'idée de faire communauté de restauration multiculturelle, ça leur paraissait formidable, hein, parce qu'elles s'échangent des plats, etc. Mais devant l'énormité des locaux, de la sécurité, des règles, etc., et pas de structure d'accompagnement vraiment portée sur le territoire, c'est resté en termes de projets, d'idées, mais si derrière, comme disait Eddy tout à l'heure,
il n'y a pas un fort accompagnement sur ce thème-là, c'est compliqué. TechGecop, chez nous, ils accompagnent, mais individuellement. Voilà. Merci Corinne. J'en profite pour prendre deux questions qui ont un peu un lien avec ce qu'on vient de dire. Il y avait une question sur la nature des activités qui sont créées et est-ce qu'il y avait un lien avec l'économie sociale et solidaire. Alors, je me permets un peu en direct. Je pense qu'il y a une grande diversité d'activités qui peut être créée dans les quartiers, mais que le lien avec l'ESS, il se fait assez facilement. L'exemple que Corinne vient de donner, c'est exactement ça, même si on n'a pas abouti. On est souvent dans des logiques collectives de solidarité, et donc il y a pas mal d'actions qui relèvent de l'ESS. L'exemple qui a été cité par Abdel sur La Rochelle est assez frappant. Cette coopérative jeunesse, elle impulse beaucoup de dynamiques collectives qui relèvent de l'ESS. On a une dynamique à Bayonne en cours aussi sur un pôle ESS qui est vraiment fait pour faire émerger des initiatives qui relèvent de l'ESS. Il y avait une deuxième question sur le rapport avec... On peut peut-être rajouter qu'en tout cas, l'étude d'Aérobat que j'ai citée tout à l'heure avait quand même ciblé des secteurs prédominants, donc qui étaient le commerce alimentaire de proximité, qui était effectivement tout l'entrepreneuriat dit de service, le nettoyage, livraison, etc. Évidemment, la restauration, le bâtiment, la construction. Et puis, alors pour une partie, parce qu'il y a énormément, on n'en a pas encore parlé, de femmes entrepreneuses, toutes les activités textiles, artisanat, et puis l'activité aussi des marchés, qui en fait partie. Évidemment, dans les freins identifiés aussi par cette étude, il y a le lieu même de l'habitat, puisque on peut s'envisager entrepreneur évidemment en dehors du quartier, d'autres ayant des contraintes, effectivement, on vient d'avoir ce témoignage là, sur la restauration, voudraient une activité dans le quartier, et là tout de suite on a des freins qui apparaissent, à savoir le bassin, enfin le marché, je dirais, c'est-à-dire voilà, on est dans un quartier, il n'y a pas forcément beaucoup d'habitants, donc le vivier client ne va pas forcément être dans le quartier. Il y a l'insécurité qui peut être effectivement aussi un frein, il ne faut pas l'occulter. Et puis, la question des locaux. Et quand je dis locaux, ce n'est pas forcément le local d'activité. Pour certaines activités, ça va être le local de stockage. On a aussi des questions autour des transitions. Donc, effectivement, moi, je vois bien dans Bordeaux, tu fais de la circulation, beaucoup d'entrepreneurs se sont tournés vers les vélos cargo, des plombiers qui sont en vélo cargo pour mieux circuler. Mais effectivement, si on habite un habitat type grand ensemble de quartiers prioritaires, où est-ce qu'on range son vélo cargo concrètement, où est-ce qu'on range son matériel de façon sûre. Voilà, ce sont des questions qui se posent en quartier et qui peut-être ne se posent pas de la même manière quand on habite dans un autre environnement. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité, mais effectivement, il faut avoir ces contraintes en tête pour, de la même façon que le sujet des mobilités aussi. Merci Marie-Pierre. On prend quelques questions. Christine Boisimot à La Rochelle, bonjour. Oui, évidemment, quand j'entends parler de KPA à La Rochelle, j'ai envie d'intervenir. Je pense que beaucoup de choses reposent aussi sur la dirigeante de KPA à La Rochelle, Anne, qui doit connaître, Florine Jolivet, qui est impressionnante, qui n'est pas très âgée, vraiment, mais qui emmène comme ça les partenaires, qui emmène pour pêcher des financements, et puis le dynamisme qu'elle a pour capter des jeunes. Donc, elle a créé Osmose, elle a créé le Restocop avec Horizon Habitat Jeune, La Fusée, les copains d'abord. Donc, vous pourrez voir ça tout sur leur site, mais c'est quand même impressionnant. Par exemple, là, tout est basé aussi sur que les jeunes soient dans un esprit libre et d'initiative. Et ils vont proposer, par exemple, un devis à une entreprise. Donc, ça a été une année pour les francopholies, par exemple, d'avoir de l'eau et de distribuer de l'eau aux gens. Vous savez, là, de l'eau qu'ils portent dans un bidon, puis avec un tuyau, ils peuvent remplir les bouteilles des gens et ils se promènent comme ça dans les francopholies. Voilà, et puis ces genres d'activités,
ça met les jeunes en confiance, ça les met… là, il y en a une que j'ai rencontrée récemment, ben, elle a créé son activité. Voilà, ça impulse chez les jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui ont quitté le système scolaire avec un niveau faible, mais qui sont, si on les prend comme ça, dans un système que propose Florine Jolivet à travers ses différentes structures, ben, les remet vraiment sur des rails. Voilà, avec tout un accompagnement financier, fier de nos quartiers, qui bouge beaucoup aussi sur La Rochelle. Ouais. Merci Christine. Alors, je vois le temps qui passe, on a encore pas mal de choses à voir. Il y a une prise de parole, Eddy, s'il te plaît, assez concis. Merci. On n'entend pas. Autant pour moi. Donc, ouais, pour moi, je disais, il importe aussi, quand à l'approche des quartiers, de travailler ensemble à visiter, rencontrer les habitants. Et quand je dis ça, là, aujourd'hui, je suis en train de préparer une tournée des quartiers. On va intervenir dans les différents quartiers de la métropole bordelaise, en ciblant particulièrement Senon, Lormont, Florac et Bordeaux. Et je mets tout pour amener avec moi des acteurs de l'accompagnement, French Tech, Cité Lab, etc., pour qu'on fasse front commun, en fait, sur les besoins qui sont les leurs, mais tout autant leur montrer, je dirais, quelque part, un exemple en termes de complémentarité, et parce que nécessairement, toutes les attentes et les besoins qui émanent des quartiers, des habitants, ne sont pas uniquement dirigés vers l'entrepreneuriat, parfois vers l'emploi. Quant à l'entrepreneuriat, pour les mamans, pour ma part, j'estime qu'il y a aussi une responsabilité des bailleurs. Quand je dis ça, c'est que nécessairement, aux Aubiers, quand j'ai eu des mamans qui se sont présentées à moi souhaitant monter un projet autour de la restauration, concrètement, on a mobilisé le bailleur, on a bloqué un local, on a fait intervenir différents financements, on a permis la mise en place d'une cuisine qui leur donnait l'opportunité de s'en saisir quand elles le souhaitaient. Mais je rejoins le principe qui est celui de l'accompagnement dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se passer le relais, entre guillemets, entre structures. C'est-à-dire que moi, je les ai accompagnés à l'époque, je n'étais pas encore chez les déterminés, j'avais ma propre asso. À un moment donné, j'ai senti les limites, j'avais plus les compétences, donc j'ai fait le lien avec une structure, etc., etc. C'est ce qui permet, à mon sens, une vraie continuité dans le cheminement, à la fois du projet, mais aussi de l'individu. Parce qu'on parle beaucoup des projets, mais c'est essentiel, à mon sens, de garder en considération l'individu comme priorité, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui, parfois, formalisent des rêves, des espoirs, et puis finissent déçus, voire déchus, parce que, faute d'avoir été accompagnés, et ce n'est pas que ça, mais aussi facilité, ça peut parfois créer des dégâts assez conséquents. Donc, je pense que vraiment, c'est encore une fois une question de capacité à se rencontrer et à agir ensemble, tout autant au niveau des territoires que dans la réflexion telle que c'est le cas aujourd'hui. Merci Eddy. Je poursuis quelques prises de parole concises, s'il vous plaît, pour des histoires de temps. Je passe la parole à Najat Kanouri. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Najat Kanouri, DGA, Mairie de Tonneins, chargée du pôle attractivité, affaires juridiques. Pour être concis, j'avais pas mal de choses à dire, mais je vais peut-être me focaliser sur un retour d'expérience. Donc, moi, je représente la ville de Tonneins. C'est une petite ville d'environ 10 000 habitants qui est située entre Marmande et Agen, en Lot-et-Garonne. Et on a mis en place ce qu'on appelle l'aide au loyer, un dispositif qui a vraiment bien marché. Au-delà de l'accompagnement des commerçants, voilà, pour la recherche d'un local, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place cette aide au loyer. C'est quoi? C'est 50% du loyer pendant 1 an pour une création d'entreprise au sein du périmètre ORT. Donc, on va au-delà encore du périmètre QPV. Et l'aide est finançable 6 mois pour une reprise d'activité. En termes de chiffres, cette aide nous a permis de créer ou de reprendre plus de 20 commerces de centre-ville. Donc, ça favorise l'entrepreneuriat. Ça permet également de résorber la vacance immobilière, y compris du parc privé. Et voilà, donc je voulais vous faire part de ce dispositif Tonninco-Tonninquet qui marche plutôt bien, qui ne coûte pas très très cher en fait à la collectivité parce qu'on est sur un budget de moins de 30 000 € par an. Et en tout cas, voilà, ça nous a permis d'être un territoire attractif et voilà, d'avoir un résultat très probant. Merci Najat pour ce témoignage et je trouve ça d'autant plus intéressant pour connaître un peu Tonneins.
Il y a un centre-ville en cours de rénovation, de restructuration, et là, il y a un vrai lien entre l'urbain et l'économique et le social. Donc, c'est vraiment particulièrement intéressant. C'est justement effectivement ce que je disais en préambule, on a des quartiers très différents et c'est intéressant d'avoir votre témoignage puisqu'on n'est pas sur une typologie, je dirais, grand ensemble, comme on peut l'imaginer en politique de la ville. On est aussi sur voilà, toute une politique de revitalisation des centres et des quartiers dans ces villes-là. Il y a Mélanie qui a levé la main il y a très longtemps. Bonjour Mélanie, merci de vous présenter. Bonjour, donc Mélanie, je suis chargée d'accompagnement au sein de la CAE Coaction. Moi, je suis chargée d'accompagnement plus particulièrement sur le territoire des Landes, mais Coaction est sur aussi la Gironde et le Lot-et-Garonne. Je voulais juste faire un petit retour d'expérience ici sur le territoire des Landes. Ça fait 4 ans qu'on mène des projets de CJS avec des jeunes. Alors, pas sur les quartiers, puisque nous, on est plutôt sur un territoire très rural. Bon, voilà, des jeunes quand même qui ont des problématiques de trouver des emplois saisonniers et puis des problèmes de mobilité aussi sur ces territoires ruraux. Voilà, donc ce ne sont peut-être pas les mêmes problématiques que dans les quartiers, mais en tout cas, juste un retour d'expérience sur voilà, ce que peuvent apporter les CJS aux jeunes, de l'entrepreneuriat en coopérative, expérimenter, créer son entreprise, pouvoir proposer des services sur le territoire autour d'eux. Et puis, je rejoins ce que disait Eddy, en fait, la complémentarité en fait, des différents acteurs, c'est hyper important. Parce que dans les CAE, par exemple, on n'accompagne pas forcément à l'idéation du projet. Nous, on peut intervenir plus sur l'accompagnement du porteur en phase de test et puis à sécuriser aussi son accompagnement à la gestion de l'entreprise. Sur son organisation, etc. et lui proposer un statut d'entrepreneur salarié, ce qui lui permet aussi de cotiser au régime général, retraite, assurance maladie, chômage. Et quand malheureusement le projet doit prendre fin, s'il doit prendre fin, l'entrepreneur aura eu des cotisations. Vous m'entendez? Oui. Merci. Il pourra cotiser auprès du Pôle emploi, ce qui pourra lui permettre de repartir avec une aide si nécessaire. Voilà. Et je voulais aussi répondre à Corinne Kurkoff. Effectivement, voilà, les CAE peuvent aussi répondre à ces besoins d'entrepreneuriat en collectif. Voilà, je ne parle pas que pour Coaction, c'est toutes les CAE peuvent faire proposer d'accompagner des micro-collectifs sur une même activité. Donc voilà, ça peut répondre à des besoins. Voilà, sur vos territoires, il y a des CAE partout en France. Si vous avez identifié des besoins, tournez-vous vers les CAE. Elles peuvent aussi accompagner les porteurs de projets en collectif. En tout cas, dans ce que vous dites, là, les uns et les autres, la dimension collective, elle est hyper importante. Et ça renvoie à l'économie sociale et solidaire qu'on évoquait tout à l'heure. Et que souvent, toutes ces structures d'accompagnement aident les individus. Et le cadre collectif, il est hyper stimulant, hyper enrichissant et ça transpire dans vos témoignages. Si vous pouviez, s'il vous plaît, baisser les mains pour ceux qui les ont levées, parce que je suppose que vous avez terminé, mais je ne sais plus trop à qui donner la parole. Il y a Louis qui n'a pas pris la parole. Alors, il y a Louis qui a levé la main. Louis, merci de vous présenter et on vous écoute. On a perdu Louis. Micro. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. On le prendra tout à l'heure. On va enchaîner. Donc, on va quand même parler des politiques publiques mobilisables. C'est un peu l'objet de notre webinaire. On voit bien que tout est lié et que les participants ont pas mal de questions à poser et des expériences à partager. Donc, Guillaume Provost, je me retourne vers toi pour parler des outils pour... Oui, vous m'entendez?
Ah, bon, tu vas parler de tes autres. Louis? Oui, vous m'entendez? Oui, Louis? Oui, alors moi j'avais juste une remarque, c'est qu'en fait, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Pardon? Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Louis Cunet, je suis chargé d'accompagnement individuel chez Singa Bordeaux, qui est une association ONG qui aide les nouveaux arrivants nouveaux arrivants immigrés à monter leur projet, leur start-up, leur entreprise ou leur association. Et j'avais une réflexion sur notre thématique, c'est que je pense que ce qui serait très important, ce serait que dans les années qui viennent, il y ait des têtes d'affiche dans lesquelles les jeunes puissent s'identifier. Ça a été le cas dans le sport, dans la musique, dans le stand-up. Et je crois vraiment que s'il y a des têtes d'affiche qui arrivent de jeunes qui ont réussi dans le milieu populaire, ça fera une bonne chose. Merci. Donc, Singa, un des opérateurs de l'écosystème régional. Donc, je redonne la parole à Guillaume pour parler des dispositifs qui sont mis en place par BPI. Alors, merci Christophe. Dispositif mis en place par BPI France, mais avec l'État, avec la région, on est tous ensemble. J'entends beaucoup parler de la notion de collectif. Pour moi, c'est quelque chose de primordial parce que pour accompagner au mieux les porteurs de projets issus des quartiers et d'ailleurs, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. C'est un travail collectif. On est à 20% d'entrepreneurs accompagnés. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est tous ensemble qu'on pourra y arriver. Et on parle beaucoup de création, mais ne pas oublier également la reprise de fonds de commerce situés dans les quartiers, dans les zones rurales. C'est quelque chose de très important, notamment sur la région Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est une thématique forte de la région. Et je laisserai Anne et Fabienne revenir sur cet aspect. Ensuite, donc, sur le programme Entrepreneuriat Quartier 2030, donc c'est 3 axes. Le premier axe, c'est détecter, informer et orienter les entrepreneurs des quartiers. Le deuxième, c'est accompagner et financer l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et troisième et dernier, c'est accélérer, développer et conquérir. Donc, si on vient un peu plus dans le détail sur le premier axe, détecter, informer et orienter les entrepreneurs des quartiers, il y a 4 dispositifs à proprement parler. Le premier, c'est la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030. Donc, cette tournée prend la suite de la tournée Entrepreneuriat pour tous, dont une étape a eu lieu en juin 2023 à la patinoire de Mériadec. Donc, maintenant, il y a un nouveau nom et un nouveau concept. Donc, comme je vous l'ai indiqué, le nom, c'est Tournée Entrepreneuriat Quartier 2030. Et le concept a évolué parce qu'avant, c'était 6 dates en France. On avait la chance d'en avoir une en Nouvelle-Aquitaine. Mais désormais, c'est vraiment d'aller au plus près des territoires et de multiplier les dates. Pour preuve, depuis le début de l'année en région Nouvelle-Aquitaine, il y a déjà eu 2 étapes de cette tournée. Il y en a eu une à Limoges fin avril et une à Talence fin mai. D'autres dates sont en programmation, on va dire. C'est pas un concert, mais en programmation. Eddy a commencé à en parler tout à l'heure, donc il y aurait potentiellement une autre date sur Bordeaux et il y a une réflexion en cours également sur Poitiers, puisque après Limoges, Bordeaux, Poitiers est le 3e spot en termes d'habitants en quartier prioritaire de la ville de Nouvelle-Aquitaine. Ce sera à quelle échéance la rencontre à Poitiers? À Poitiers, ce serait octobre ou novembre. On communiquera bien aux différents réseaux sur ces événements. Et sur Bordeaux, ce serait autour de seconde quinzaine de novembre. À confirmer. Ensuite, le deuxième dispositif pour détecter, informer et orienter, ça va être les Cité Labs. Alors, le dispositif Cité Lab, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure et je laisserai Anne préciser. Mais c'est un dispositif de aller vers. C'est pour aller vers les habitants des quartiers et de parler entrepreneuriat auprès des différents publics. Comme je vous disais, 7 à ce jour en Nouvelle-Aquitaine,
quelques pistes. Il y a un appel à candidature qui a été lancé. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Juste sur le aller vers, est-ce qu'en quelques mots, on peut partager avec tout le monde en quoi ça consiste, comment on fait pour aller vers des personnes qui sont parfois invisibles, comment ça peut se mettre en œuvre? Alors, il y a différentes méthodes. J'ai vu tout à l'heure, est-ce que les quartiers échangent entre eux? Alors, moi, je sais que j'ai un rôle d'animateur au niveau des 7 chefs de projet CitéLab de Nouvelle-Aquitaine, que je fais réunir tous les 2-3 mois, et donc ils échangent entre eux, notamment sur leurs bonnes pratiques. Alors, ça peut être très différent, ça peut être une permanence sur un marché, ça peut être faire aller en bas des habitations, faire des permanences aussi dans des établissements, dans des structures publiques ou parapubliques, ou au sein d'organismes de réseaux d'accompagnement, ce qu'il l'a dit, BGE, je ne vais pas tous les citer parce que ça va prendre un peu de temps, mais certains réseaux, certaines structures, certaines associations sont basées dans les quartiers et le CitéLab peut aller faire des permanences pour parler entrepreneuriat avec eux. Ensuite, le troisième dispositif, mais le deuxième dans le cadre de Aller vers, ça va être le bus de l'entrepreneuriat. Malheureusement, nous n'en avons pas en Nouvelle-Aquitaine. C'est un bus un peu jaune. Bon, je ne sais pas pourquoi jaune, mais il est un peu jaune. Et donc là aussi, c'est vraiment du aller vers. Et là, c'est faire des permanences aussi sur les marchés, et pour multiplier parfois des secteurs et des quartiers qui peuvent être un peu éloignés. Donc, on n'est pas concerné par cette animation Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? Vous disiez que pas de bus? Pas encore. Il n'y a pas ce dispositif. Il va y avoir un bus? Il y a des dossiers en cours de réflexion. Ok. Affaire à suivre. Alors peut-être en parler pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais il y a effectivement des appels à projets qui ont été lancés conjointement par l'État et BPI-France avec une échéance au 13 juin qui permet d'identifier effectivement des demandes de renouvellement pour nos 7 CitéLab et la création aussi de 2 nouveaux CitéLab. Donc effectivement, on n'a pas l'issue de la commission nationale, mais on a bon espoir effectivement de développer notre nombre de CitéLab sur le territoire. Et un appel à projet, alors des appels à projet, donc je disais la première vague, c'était mi-juin, et l'échéance c'est 13 septembre. Donc effectivement, s'il y a des opérateurs aussi qui veulent porter des projets avec nous, voilà, il y a cet appel à projet en ligne, 13 septembre. Alors, il est en ligne pour les CitéLab sur le site de la préfecture de région de la DRETS, et puis le site dont vous envoyez le lien pour le programme quartier entrepreneuriat quartier 2030, le site de BPI France, qui vous présente le cahier des charges, etc. Donc, on a bon espoir, effectivement, de pouvoir développer des bus. Bien entendu, ce sont des projets qui nécessitent une réflexion, alors bien sûr, avec l'opérateur, avec les collectivités. Comme on l'a dit, c'est un bus qui a vocation à se déplacer, donc il peut même parfois aller sur plusieurs départements. Et donc, il faut un temps de concertation, d'élaboration, voilà, de penser l'animation, le budget, etc. Donc, ça prend un petit peu de temps à l'échelle de notre territoire, mais on a bon espoir de développer cet outil qui peut répondre, comme le disait Guillaume, à des problématiques de quartier, peut-être pas de grande envergure, mais éloignées, et qui pourraient bénéficier de cette offre. Bien sûr, l'un n'empêchant pas l'autre, peut-être que voilà, il peut y avoir un bus, mais si vraiment il y a un gros potentiel, on peut aussi déployer d'autres outils. Je reviens sur la couleur du bus. Certes, il est jaune, mais on met les logos des différents financeurs du bus et de l'exploitation. Voilà, je préfère préciser. Ensuite, le dernier dispositif dans le cadre de ce premier axe, c'est le carrefour dans l'entrepreneuriat. Alors, autant les autres dispositifs étaient du aller vers, là, c'est du faire venir. Là, l'idée, c'est de rassembler les différents réseaux d'accompagnement pour un lieu unique pour les porteurs de projets. Sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est un dispositif qui n'est pas développé à ce jour. C'est 25 000 habitants minimum en quartier prioritaire.
Donc, il y a 2 villes qui pourraient logiquement y prétendre et éventuellement déposer un dossier, c'est Limoges et Bordeaux. Il y a des là aussi, il y a des tractations, il y a des échanges, mais rien de définitif pour l'instant. Voilà sur ce premier axe. Je vais aller plus rapidement sur les 2 axes parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions, beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Donc, c'est vraiment la priorité. Et puis, les dispositifs autres, et notamment au niveau de la région. Donc, je vais continuer sur le deuxième axe, c'est accompagner et financer l'entrepreneuriat dans les quartiers. Donc là, avec le lancement prochainement, j'aimerais vous dire 1er septembre, mais d'un prêt d'honneur quartier. Alors, le prêt d'honneur quartier, c'est pour financer les entrepreneurs qui veulent s'installer dans un quartier, qui habitent dans un quartier ou qui sont déjà installés dans des quartiers depuis plus de 3 ans. PH, prêt d'honneur, en règle générale, c'est pour des structures qui ont moins de 3 ans ou dans le cadre de reprise. Là, peut être sur des structures qui ont plus de 3 ans et certains qui veulent passer un cap peuvent prétendre au prêt d'honneur quartier. Ce prêt d'honneur quartier sera distribué par les réseaux d'accompagnement dits financeurs que sont l'ADI, Initiative France, Réseau Entreprendre et France Active, avec des petites particularités notamment sur la Gironde et sur le 17, mais bon, je vais pas m'étendre aujourd'hui, je reste à votre disposition pour toutes vos questions. Il n'y a pas eu d'appel à projet ou d'appel à candidature sur cette thématique de prêt d'honneur quartier, puisque l'idée, c'était vraiment de se brancher et de permettre aux opérateurs qui sont déjà équipés de la plateforme BPI France pour mettre en place des prêts d'honneur, parce que sinon, ça multipliait les déploiements et en termes de coûts et de temps, on en aurait trop perdu. Voilà. Pour bien comprendre, Guillaume, ce prêt d'honneur quartier, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Donc, vraiment, il y a des prêts d'honneur qui sont diffusés par les 4 opérateurs que tu viens de citer. Et donc, ça veut dire que ces opérateurs vont avoir plus de capacité de financement qu'avant, parce que le BPI a une nouvelle ligne budgétaire sur cette période 24-30. Voilà, tout à fait. Donc, plus de moyens de financement pour les entrepreneurs. Voilà. Et très souvent, le prêt d'honneur, on est sur du 1 pour 1, c'est-à-dire 1 euro de prêt BPI France, 1 euro de banque ou de réseau d'accompagnement. Là, on serait à 2 BPI France et 1 autre. Okay. Ça permet, et c'est un prêt sur 5 ans, dont 1 an et demi différé. Au maximum, hein, c'est pas obligatoire, mais voilà les conditions de ce prêt d'honneur quartier qui, j'espère, va bientôt être lancé. Rationnel. Voilà, tout à fait. Le deuxième dispositif dans le cadre de ce deuxième axe accompagné et financé, c'est l'accompagnement renforcé, qui, là aussi, il y a eu un appel à candidature, on est en train de statuer dessus. Et donc là, c'est un accompagnement renforcé à destination des porteurs, des entrepreneurs, des quartiers. Ensuite, je vais accélérer sur le troisième axe, donc accélérer, développer, conquérir. Donc là, il y a eu un appel à candidature. Là aussi, on est en train d'ouvrir les enveloppes. C'était fin mai, je crois, la clôture de ces différents appels à candidature. Et donc là, il y a 4 thématiques, émergence, création individuelle, création TPE et accélération TPE. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, je ne suis pas sûr que ce soit l'objet, mais Jules, ici présent, vous envoie tout en lien. Et de toute façon, je reste à votre entière disposition si vous avez d'autres interrogations. Voilà, concernant les 3 axes et les différents dispositifs. Très bien, merci Guillaume. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une grande palette de dispositifs et d'outils et que le déploiement, il a commencé à se faire avec des appels à projets qui et tout ça va se mettre en œuvre au fil des mois et des années, finalement. Il peut y avoir aussi des initiatives, je dis n'importe quoi, en 2026, qui pourraient naître dans des territoires où il n'y avait pas n'était pas prêt. Vous allez accompagner dans la durée les initiatives dans les quartiers. Logiquement, c'est ce que prévoit le plan d'entrepreneuriat quartier 2030. Tout à fait.
On poursuit la présentation des dispositifs et des politiques publiques. On passe au conseil régional avec un duo de choc. Je vous laisse la parole à toutes les deux. Je vais commencer. Donc, Anne Pagenot, donc chargée de mission à la politique de la ville à la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous avons un règlement d'intervention en matière de politique de la ville qui date donc de 2018. Dans ce règlement-là, on a un axe fort pour promouvoir la création d'activités dans les quartiers, en complémentarité, bien sûr, des dispositifs de droit commun que ma collègue vous présentera en suivant, la région Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. Donc, cet objectif en matière de politique de la ville, c'est pour favoriser l'insertion professionnelle des habitants des quartiers à la création d'entreprises, afin de lutter aussi contre le chômage assez conséquent sur ces quartiers, et puis pour favoriser, on va dire, l'insertion des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, on soutient beaucoup de structures. On en a vu quelques exemples tout à l'heure sur La Rochelle, auprès des jeunes, sur l'entrepreneuriat capacité, mais également les déterminer effectivement sur Bordeaux Métropole, ou des acteurs de la création comme PGE qui peuvent avoir, ou capter sur Poitiers, un accompagnement spécifique en amont des dispositifs de droit commun de la région. Donc, on parlait du aller vers en fait tout à l'heure, mais c'est vraiment notre axe d'intervention sur la politique de la ville régionale. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement d'un dispositif qu'on soutient en financement avec la BPI, puisque c'est la BPI qui porte ce dispositif, c'est CitéLab. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser les personnes des quartiers prioritaires à la création d'entreprises, donc diffuser cette culture entrepreneuriale sur les quartiers. On cofinance à hauteur de 30% à la région Nouvelle-Aquitaine l'ensemble des CitéLab. Donc, nous avons 7 CitéLab aujourd'hui, 2 dans le 64, donc Pau, Bayonne, 2 sur Bordeaux Métropole, Bordeaux Rive Droite, Bordeaux Rive Gauche, un à l'étude, effectivement, 1 ou 2 sur d'autres quartiers politiques de la ville de Bordeaux, Bordeaux Centre et Bordeaux Nord. Nous avons également un dispositif sur CitéLab sur Limoges, un autre sur Angoulême et un autre sur Poitiers à ce jour, si je ne me trompe pas, Guillaume. Et puis un autre à l'étude en Vienne. Donc on essaie vraiment de manier l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine sur les quartiers prioritaires. L'objectif, c'est de financer un poste dédié à la création et à l'accompagnement de la création d'entreprises, donc les chefs de projet CitéLab. Ils peuvent être portés par différentes structures que sont les collectivités, les EPCI, les établissements publics, statut aussi également associatif ou des groupes. Donc, ça laisse aussi au territoire, on va dire une variété d'acteurs qui peuvent porter ces CitéLab sur les territoires. Donc, pour rappeler le rôle du chef de projet CitéLab, c'est sensibiliser donc, en amont de la création d'activités et les orienter en fonction de l'idée au projet sur les différentes étapes vers les bons acteurs de la création d'activités et d'entreprises. Voilà, donc je pense que le mieux là, à cette étape, c'est que je vous laisse avec ma collègue qui va vous présenter les différentes structures de la région qui travaillent sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, mais pas que. Voilà, ça a une échelle un petit peu plus large au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine. Je laisse la parole à ma collègue Fabienne Ross au développement économique de la région. Donc, rebonjour à toutes celles et tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Donc, Fabienne Ross, je travaille donc au service économie territoriale et donc je vais vous présenter le dispositif régional pour l'accompagnement des porteurs de projets, donc Entreprendre, la région à vos côtés, qui a été mis en place à partir de 2018, compétences attribuées donc à la région dans le cadre de la loi NOTRe, prenant la place du dispositif NACRE pour ceux à qui parle le dispositif NAF, qui était un dispositif d'accompagnement mis en place par l'État à l'époque. Donc ce dispositif, il a été réfléchi avec des objectifs. Alors 4 grands objectifs. Donc le premier, c'était d'impulser la création et reprise d'entreprises, particulièrement sur les territoires fragiles et les QPV. Proposer une offre d'accompagnement accessible et homogène à tout porteur de projet, en assurant donc un maillage territorial sur tout le territoire, rendre aussi lisible le réseau régional d'accompagnement et l'action régionale et renforcer le partenariat entre structures, puisque ce dispositif a été mis en place dans le cadre d'un appel à projet.
et donc avec conventionnement de structures qui accompagnent les porteurs de projets. Donc, qu'est-ce que ce dispositif? C'est un dispositif donc, qui permet aux porteurs de projets de création de reprise d'entreprise d'être accompagnés de A à Z dans leur projet, de l'idée de départ jusqu'aux 3 ans après l'immatriculation. Donc, c'est un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui ont une idée, un projet de création ou de reprise. Elles peuvent bénéficier donc d'un parcours d'accompagnement personnalisé en 4 étapes. Donc, c'est complètement gratuit pour le porteur, c'est pris en charge par la région et l'Europe. Donc, avec ce parcours en 4 étapes, une première étape qui consiste à accueillir et informer donc, le porteur de projet. Une deuxième étape, donc là, après, on rentre plus dans le montage de projet, donc avec ce qu'il faut mettre en place pour concrétiser son projet. Une fois que tout est validé, que les statuts sont faits, que le projet est réalisable, on parle financier parce qu'il n'y a pas de projet sans mode de financement. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des partenaires qui proposent du financier, alors soit en termes de prêts, souvent c'est en termes de prêts à taux zéro, mais aussi en milieu bancaire. Et après, donc, c'est l'immatriculation et donc le suivi à 3 ans. Donc, on peut passer sur l'autre. Merci. Donc, rappelez que Entreprendre la région à vos côtés, c'est des points de permanence, qui couvrent l'ensemble du territoire, alors secteur rural et QPV, que c'est plus de 1600 réunions d'information collectives organisées sur l'ensemble du territoire, donc bien sûr en milieu rural et toujours en QPV, et que c'est plus de 110 structures expertes en accompagnement qui est engagée dans le dispositif. On peut passer sur l'autre. Donc là, alors c'est écrit trop petit, je suis désolée, mais on pourrait agrandir. Là, c'est toutes les entreprises, tous les partenaires qui ont une convention avec la région par département, par groupement, et qui accompagnent les porteurs de projets dans leur parcours de création-reprise. Merci Fabienne, vous avez terminé? Je pense qu'on peut peut-être, pour résumer tout ça, repasser sur l'autre diapo, passer le petit film de présentation. Et Ouais, puis alors après, Fabien, on va passer une vidéo de 4 minutes qui résume en fait tout cet accompagnement que Fabienne vient de présenter. Moi, ce que je retiens là, c'est que en fait, avec votre témoignage à 2 voix, on voit bien d'abord ce qu'est la politique de la ville, c'est-à-dire des crédits qui ne sont pas forcément très volumineux, qui servent à impulser des choses. Et après, une politique de droit commun que Fabienne vient de présenter et qui, elle, est assez puissante et qui s'applique à tous les territoires de la région, et, y compris, et en ce qui nous concerne ce matin, et surtout, les 83 QPV de la Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que ce que vous venez de présenter est mobilisable par des opérateurs ou des entrepreneurs des 83 QPV. Je pense que c'est ça qu'il faut, que je retiens de votre propos. On va donc lancer la vidéo. Ça dure 4 minutes. C'est décidé, vous souhaitez créer votre entreprise, mais vous ne savez pas comment faire et vous vous posez beaucoup de questions sur le statut juridique, les futurs clients, le local, le financement du matériel. Quel chiffre d'affaires à réaliser pour vivre de votre activité? Vous ne savez pas par où commencer? Je sais comment faire et c'est simple. La région Nouvelle-Aquitaine a mis en place le dispositif Entreprendre la région à vos côtés, qui permet d'être accompagné de A à Z, de l'idée de départ jusqu'à 3 ans après la création ou la reprise d'une entreprise. Je vous explique. Le dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine, qui peut en bénéficier? Toutes les personnes qui ont une idée, un projet de création ou de reprise peuvent bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé en 5 étapes. Première étape, je m'informe. Je participe à une réunion d'information organisée par les partenaires de la région, puis je réalise un premier rendez-vous avec un conseiller création ou reprise de la structure d'accompagnement que j'aurai choisie et je lui présente mon projet.
Deuxième étape, je monte mon projet. Je définis, avec l'aide de mon conseiller, un plan d'action en fonction de l'état d'avancement de mon projet et je signe une charte d'engagement avec la structure que j'ai choisie pour m'accompagner sur une ou plusieurs thématiques. Il devient mon conseiller création ou reprise référent pour toute la durée de mon parcours. Troisième étape, je finance mon projet. En fonction de mon projet et de mes besoins en financement, je rencontre les partenaires financeurs de la région qui m'ont été prescrits par mon conseiller création ou reprise. Je bénéficie ensuite d'un accompagnement et d'un appui sur le montage financier de mon projet et dans la mise en relation avec les banques. Je mobilise les aides auxquelles je suis éligible. Quatrième étape, je suis accompagné pour finaliser mon projet. Je réalise les dernières tâches administratives avec mon conseiller création ou reprise et j'effectue en parallèle les démarches pour immatriculer mon entreprise. Cinquième et dernière étape, je démarre comme chef d'entreprise. Je suis accompagné pendant les 3 premières années de création ou de reprise de l'entreprise. Je peux mobiliser la structure qui m'accompagne sur les premiers mois d'activité, bénéficier de conseils, d'un diagnostic sur l'entreprise au bout d'une année d'exercice. Ok, j'ai tout compris sur le dispositif Entreprendre la région à vos côtés de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est super simple, ça s'adapte à tous les projets, petits ou grands, et quels que soient nos moments de vie. Mais au fait, combien coûte ce dispositif? Le parcours et les heures de conseil et d'accompagnement Entreprendre la région à vos côtés sont entièrement pris en charge grâce au soutien financier de la région, de ses partenaires, du dispositif et du Fonds social européen. Vous n'avez donc rien à débourser. Comment je choisis la structure qui va m'accompagner sur mon projet? C'est très simple. Sur tous les départements, la région a des partenaires experts en création ou reprise et sur le financement des projets. Vous trouverez toutes les structures qui peuvent vous accompagner sur le site dispositif-entreprendre.fr. Vous aurez les contacts téléphoniques, les adresses, vous ne pouvez pas vous tromper. Elles sont toutes identifiées par le logo Entreprendre. Vous pouvez donc choisir la structure la plus proche de chez vous. Il y a même une boîte à outils. Et est-ce que je peux m'arrêter en cours de parcours? Aucun problème. Vous pouvez suspendre ou arrêter votre projet si les conditions ne sont pas réunies. Une seule consigne, prévenir la structure qui vous accompagne. J'ai tout compris. Je ne suis pas seule. Mon projet, je le prépare et je le construis grâce à la région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires dans le cadre du dispositif Entreprendre la région à vos côtés. C'est ça. Retrouvez toutes les informations sur dispositif-entreprendre.fr. Merci pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien, qu'elle était bien audible. Eddy a levé la main. On t'écoute, Eddy, pour une prise de parole concise. Yes. Donc, en fait, tout simple, déjà, merci pour la présentation, parce que pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Voilà, je découvre. Je ne connaissais pas en ce sens où, c'est vrai que moi, j'ai un peu… ma priorité, c'est l'accompagnement, en fait. Donc, je suis très concentré sur les candidats et les candidates que j'ai. Donc, c'est vrai qu'étant tout seul, je n'avais pas pris le temps nécessairement de prêter attention à ça. Donc, merci beaucoup pour l'info. Et tout autant, j'aime bien qu'on puisse en discuter, étant donné que je vais me rendre dans les quartiers, que là, je vais visiter énormément de quartiers, rencontrer énormément d'habitats. Moi, je veux bien me faire le relais sur ce sujet-là et avec grand plaisir contribuer à ce que les habitants puissent s'en saisir. Merci, Eddy. Le webinaire touche bientôt à sa fin. On va reprendre 2 ou 3 questions, puis peut-être des petits compléments d'information. Il y avait une question tout à l'heure sur un lien éventuel avec l'expérimentation territoire zéro chômeur. C'est très marginal parce que de mémoire, on a 2 expérimentations territoire zéro chômeur en QPV en Nouvelle-Aquitaine. C'est Mérignac et le Grand Parc. Ça démarre. Mais donc, du coup, quand ça se superpose, ces 2 communes, ces quartiers, il y aura évidemment des liens. Parce que la démarche territoire zéro chômeur, on fait avec les habitants, il peut y avoir, pour certains, pas la majorité, je pense, mais une envie d'entreprendre. Donc, il peut y avoir à la marge des liens entre les 2 sujets. Il y a eu une question sur les élections du dimanche, les résultats incertains. Est-ce que ça peut remettre en cause des engagements par rapport, je suppose, à des subventions qui avaient été accordées ou à des opérateurs sélectionnés? Je vous pose la question. C'est dommage, je n'ai pas amené ma boule de cristal ce matin. En tout état de cause, je rappelle que pour le programme en cours,
60% en tout cas des financements des projets que l'on a cités, enfin des dispositifs qui ont été évoqués, sont financés par l'État et BPI France, donc 30% BPI et 30% État. Et je vais répondre plutôt par une règle de finances publiques, c'est-à-dire que la loi de finances est votée annuellement. Donc voilà, chaque année, nous pouvons avoir des modifications du budget. On l'a expérimenté cette année puisque nous avons eu 10 milliards d'économies à faire et donc ça s'est traduit par 49 millions d'annulation de crédits concernant la politique de la ville. Donc voilà, chaque année, on peut avoir des modifications liées à l'état de nos finances publiques. Pour autant, de toute façon, comme je l'ai rappelé, le BPI France existait avant ce programme. L'entrepreneuriat existait avant ce programme. Il y a, comme on l'a vu ce matin, en tout cas, on espère que vous l'avez entrevu, on a une multiplicité d'acteurs mobilisés, collectivités, État, BPI, opérateurs. Donc, je pense que toute cette dynamique, de toute façon, va se poursuivre. Et l'enjeu aussi, comme on l'a dit, c'est de peut-être mieux se coordonner entre opérateurs pour assurer la continuité de l'accompagnement des genres de projets, mais aussi sans doute entre je dirais, les institutions qui organisent cette gouvernance. Donc, on a aussi la perspective de création de comités locaux qui ont été prévus aussi dans le cadre de ce déploiement pour essayer peut-être de mieux coopérer à l'échelle des territoires pour la mise en œuvre de ce programme et faire en sorte que l'entrepreneuriat soit une réussite. On a parlé aussi alors j'en ai pas trop parlé, mais c'est évidemment le rôle de tous les opérateurs, y compris de France Travail, puisque là, on l'a vu d'ailleurs dans l'étude AURBA que Jules a mis à votre disposition dans le chat. L'une des questions, c'était pourquoi avez-vous décidé d'être entrepreneur? Et une des 4 réponses était après suggestion d'une structure d'accompagnement, Pôle emploi à l'époque, PLI association. Donc, je pense aussi les accompagnateurs, les prescripteurs sont aussi des relais très importants pour faire en sorte que la personne puisse s'envisager comme entrepreneur. Merci Marie-Pierre. On va clôturer ce webinaire. Moi, je remercie toutes les participantes et tous les participants de ce matin, toutes les intervenantes et les intervenants. Vous serez destinataire, je pense, à la rentrée d'un article analytique de ce qui s'est dit ce matin et de toutes les ressources qu'on vous remettra sur un seul espace numérique. À bientôt et bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.